De l'avis des dirigeants nazis, leur mission était de sauver l'Allemagne, une croisade pour maintenir ce qu'ils appelaient la pureté du sang au sein du Reich. Sous ce prétexte, ils ont mis en place un système complet de surveillance de la vie sexuelle de millions de personnes, comme s'ils pouvaient décider qui avait de la valeur et qui n'en avait pas, juste en fonction de leur partenaire. À la manière de l'Inquisition des siècles auparavant, mais en plein XXe siècle, ils se sont immiscés profondément dans la vie intime des gens, examinant tout ce qu'ils faisaient, avec qui et comment. Ils avaient des idées étranges et souvent contradictoires. D'une part, ils toléraient des choses qui semblaient très libérales, mais en même temps, ils dictaient d'une main de fer le comportement attendu d'une femme au foyer. Quels étaient, en réalité, les secrets sexuels que le régime nazi cherchait à dissimuler? Dans les hautes sphères du Troisième Reich, l'image projetée avait peu à voir avec la réalité de la vie intime de ses dirigeants. Adolf Hitler, par exemple, vivait selon une série de règles qu'il s'imposait jusque dans les moindres détails et préférait éviter tout lien émotionnel impliquant de la proximité. Ses interactions avec les femmes étaient pratiquement inexistantes, il ne se laissait voir accompagné d'aucune, et les quelques noms féminins qui s'approchaient de son cercle restaient en dehors du récit public. Le lien le plus étroit fut avec sa nièce, Gélie Robal, avec qui il partageait son toit, ses sorties et une cohabitation que beaucoup qualifiaient d'étrange en raison du niveau de contrôle qu'il exerçait sur elle. Elle ne pouvait pas sortir sans le prévenir, il vérifiait ses vêtements, et toute tentative de parler à d'autres hommes se terminait par des disputes. La cohabitation devint insupportable et se termina par la mort de Gélie, tué par balle dans l'appartement où il vivait. On a parlé de suicide, mais les détails n'ont jamais été clarifiés. À partir de là, Hitler se renferma encore plus, effaça toute trace de vie privée et soigna son image au point de ne pas permettre la circulation de photos de lui en compagnie d'une femme. Une situation similaire concernait Heinrich Himmler, qui, pendant ses premières années, évitait tout contact affectif et était convaincu que le maintien de l'abstinence sexuelle renforçait la volonté. Il n'eut sa première expérience intime qu'après l'âge de 28 ans, et malgré cela, il fut celui qui imposa des normes sur la vie sexuelle de millions de personnes. Sa situation personnelle semblait reléguée au second plan face au plan qu'il tentait d'imposer aux autres. Le fait curieux est que, durant son ascension politique, il eut pour référence Ernst Röhm, chef des SA, un homme ouvertement homosexuel qui occupa des postes clés au début du nazisme. Röhm et Himmler travaillèrent ensemble pendant des années, et bien qu'au début sa présence fût acceptée, lorsque le parti décida d'éliminer ceux qui pouvaient devenir gênants, Himmler s'aligna sur ceux qui demandaient son exécution. Après la purge, il durcit son discours et commença à promouvoir des mesures plus sévères contre les hommes qui montraient cette inclination. Des bars furent fermés, on commença à surveiller ceux qui avaient des comportements jugés suspects, et une campagne fut lancée pour éliminer tout type d'affection entre personnes du même sexe au sein du système étatique. Mais Himmler ne fut pas le seul à appliquer ces politiques. Joseph Goebbels menait aussi une vie privée en contradiction avec son image d'époux exemplaire. Il était marié à Magda, avec qui il eut plusieurs enfants, mais cela ne l'empêchait pas de fréquenter d'autres femmes durant les années de conflit. Son épouse le savait, mais maintenait la façade d'une famille traditionnelle. Ses aventures étaient connues de beaucoup au sein du régime, mais le sujet n'était pas abordé. Magda cherchait même à se rapprocher de figures de l'entourage de Hitler, tentant de trouver des espaces de pouvoir qui n'étaient normalement pas permis aux femmes. Malgré cela, elle ne reçut jamais un rôle réel dans les décisions importantes. À elle et aux autres, on assignait des tâches mineures, comme hôtesse, organisatrice d'événements ou figure décorative lors d'actes publics. Le message du parti était clair. Les femmes devaient rester à la maison, avoir des enfants, soutenir leur mari et ne pas se mêler des questions politiques. Martin Bormann, en revanche, menait une vie complètement différente de ce que le régime prétendait promouvoir. Sa relation avec Gerda, son épouse, incluait des accords explicites pour qu'il puisse être avec d'autres femmes. Elle non seulement l'acceptait, mais partageait des idées comme la légalisation de la polygamie si cela aidait à augmenter le nombre de naissances. Dans les lettres qu'il s'envoyait, il parlait de la manière d'organiser l'année pour qu'il puisse avoir de la descendance avec plusieurs compagnes. Gerda, qui eut 9 enfants en 13 ans, suggéra même que les hommes aryens les plus aptes devraient pouvoir se reproduire avec différentes femmes en même temps dans le cadre d'une stratégie démographique. Bien que ces propositions n'aient pas été officialisées,
Elle circulait parmi les chefs du parti et était commentée lors de réunions à huis clos. Pendant ce temps, Hitler continuait à cacher sa vie affective. Eva Braun fut la femme qui resta le plus longtemps à ses côtés, mais toujours en dehors des projecteurs. Elle n'apparaissait pas lors des cérémonies publiques, n'avait aucune fonction au sein du parti et vivait pratiquement isolée. Pendant des années, son existence ne fut pas reconnue publiquement, et ce n'est que dans les derniers instants, lorsque tout était déjà perdu, qu'il accepta de l'épouser quelques heures avant de mourir. Avant cela, toute référence à leur lien était exclue des archives ou des images officielles. Tout ce qui pouvait laisser une piste de sa vie amoureuse était éliminé. La Gestapo veillait à ce que rien de sa vie privée ne filtre, et si quelqu'un parlait trop, il disparaissait de l'entourage. En même temps qu'ils maintenaient ce secret, des programmes comme le Lebensborn étaient mis en place, où des femmes considérées comme racialement aptes étaient choisies pour avoir des enfants avec des membres des SS. Dans ces centres, aucune relation affective n'était requise. L'objectif était d'assurer la reproduction de ce qu'ils appelaient la race idéale. Les bébés naissaient dans des lieux contrôlés et les mères y restaient jusqu'à leur rétablissement. Ensuite, on évaluait si elles pouvaient répéter le processus avec d'autres officiers. Ces espaces étaient présentés comme une aide aux mères célibataires, mais en réalité, ils fonctionnaient comme des usines de futurs combattants. Il n'était jamais question d'amour, de couple ou de vie privée. Tout tournait autour du rôle biologique que chacun pouvait remplir pour l'État. Cette logique influençait également les décisions du régime. Des lois furent approuvées qui restreignaient l'accès des femmes à l'université. On leur refusa le droit d'occuper des postes importants et leur rôle fut limité à élever, soigner et accompagner. Celles qui tentèrent de se former ou de travailler dans d'autres domaines étaient mises de côté. Au mieux, elles pouvaient rejoindre des groupes auxiliaires du parti, mais sans pouvoir réel. Pendant ce temps, les chefs du système jouissaient de bénéfices, voyageaient avec leurs partenaires cachés et décidaient au nom d'une morale qu'ils ne respectaient même pas dans leur vie quotidienne. Tout cela répondait à une contradiction qui ne fut jamais résolue. D'un côté, le message officiel répétait l'idéal d'ordre, de pureté et de famille structurée. De l'autre, en privé, les protagonistes de ce plan faisaient ce qu'ils voulaient, tant que cela n'affectait pas l'image publique. Et au milieu de cette hypocrisie, les femmes étaient reléguées à des rôles secondaires, utilisées seulement lorsqu'elles servaient les intérêts de ceux d'en haut. Le reste était hors de question. Les rares qui réussirent à rester proches de l'entourage du commandement y parvinrent parce qu'elles savaient se mouvoir avec prudence. Leni Riefenstahl, par exemple, n'était pas là parce qu'elle était la partenaire de quelqu'un, mais pour ce qu'elle apportait en tant que réalisatrice. Son travail fut essentiel pour construire l'esthétique visuelle du système, des grandes concentrations au défilé. Sa proximité avec Hitler n'était pas romantique, mais pas distante non plus. Elle avait accès à des endroits où presque personne ne pouvait entrer, ce qui faisait d'elle une figure inconfortable pour certains hauts responsables. Malgré cela, elle n'occupa jamais aucun poste officiel, ni ne fut autorisée à donner son avis sur les décisions. Elle restait dans une zone ambiguë, utile pour ce qui était nécessaire, mais sans voix propre. Pendant ce temps, dans les camps de concentration, le sexe obéissait à une autre logique. Il n'y avait pas de place pour de véritables liens ni pour les émotions. Les interactions étaient marquées par la peur, l'imposition et une inégalité totale. Certains chefs organisaient des rencontres avec des prisonnières forcées d'avoir des contacts physiques, ce qui faisait partie du fonctionnement quotidien du site. Cela se faisait sans aucune règle claire, mais avec la connaissance de ceux qui commandaient. Des bordels furent installés dans plusieurs centres, avec des horaires établis, des listes d'entrée et des examens médicaux. Les détenus étaient transférés d'un endroit à l'autre sans possibilité de choisir et étaient sélectionnés selon des critères arbitraires. C'était une structure parallèle, mise en place sous prétexte de maintenir la discipline parmi les détenus ou de récompenser ceux qui collaboraient avec le régime. Mais en pratique, c'était un réseau d'exploitation constant validé par les bureaux supérieurs. Certains de ces lieux furent même réglementés. Ils étaient aménagés comme des pensions ordinaires, avec des lits bien faits, des draps propres et du personnel qui contrôlait l'accès. Les hommes entraient avec un bond, passaient quelques minutes et sortaient. Il était interdit de parler, de poser des questions, et tout geste non autorisé était prohibé. Les femmes, majoritairement enfermées pour des raisons politiques ou raciales, ne recevaient aucune compensation.
Si elles refusaient, elles étaient sanctionnées. Si elles tombaient malades, elles étaient remplacées. Le nombre de personnes affectées était variable et il n'y a pas de décompte précis de combien sont passés par ce système. Le contrôle sur les corps s'étendait aussi aux liens entre prisonniers. Tout type de proximité physique était complètement interdit, même si elle était consensuelle. La surveillance était permanente pour que personne ne se touche, et si un couple était trouvé, ils étaient séparés instantanément. La simple suspicion d'une relation pouvait aboutir à un transfert ou une exécution. Cette répression ne s'appliquait pas aux gardes, qui eux pouvaient avoir des rencontres avec des détenus sans qu'il ne leur arrive rien. En fait, beaucoup le faisaient souvent, même dans les dortoirs devant d'autres. Tout restait entre eux, tant que cela ne débordait pas et n'arrivait pas aux oreilles d'un supérieur externe. Du point de vue du parti, les femmes resteraient considérées comme des pièces fonctionnelles pour les objectifs de l'État. On s'attendait à ce qu'elles obéissent, qu'elles puissent avoir des enfants et qu'elles soutiennent leur mari. Les discours officiels présentaient la maternité comme une mission nationale. Des prix étaient décernés à celles qui avaient le plus d'enfants. Médailles, aides financières et reconnaissance publique. Mais ces récompenses ne donnaient aucune influence. Les décisions étaient toujours prises entre hommes, et toute tentative de leur part d'entrer en politique était écartée sans débat. Malgré tout, quelques figures féminines tentèrent d'accéder à des espaces d'influence. Les épouses des chefs du régime s'organisaient pour promouvoir des activités, des campagnes de soutien ou d'aide aux soldats. Elles apparaissaient sur des photos, assistaient à des événements et signaient des communiqués. Mais aucune n'avait un poids réel dans les décisions. Leur rôle était d'accompagner, non de diriger. Ce qui se passait à l'intérieur de chaque foyer n'était pas commenté, bien que toutes connaissaient ce qui se passait dans les maisons des chefs. Beaucoup connaissaient les maîtresses de leurs maris, certaines le toléraient, et d'autres vivaient avec cela sans rien dire. Un réseau de silence, de pactes et d'accords implicites se forma, permettant aux hommes de faire ce qu'ils voulaient sans compromettre leur image publique. Dans les profondeurs du système nazi, celles qui ne s'alignaient pas étaient impitoyablement écartées. Les lesbiennes, par exemple, n'étaient pas traquées avec la même férocité que les hommes homosexuels, mais elles étaient perçues comme des déviantes. Certaines ont fini dans des camps pour cette raison, d'autres étaient surveillées dans leurs emplois ou expulsées de chez elles. Le régime préférait les faire disparaître plutôt que de les affronter directement. Elles n'étaient pas considérées comme une menace politique, mais comme une anomalie au sein du modèle familial qu'on voulait imposer. Dans les documents officiels, elles étaient décrites comme désorientées, sans fonction reproductive ou incapables de remplir leur rôle biologique. Cet axe de pensée se retrouvait également dans le contenu scolaire. En classe, les jeunes filles recevaient une formation axée sur la couture, la cuisine, la puériculture et l'obéissance. Les manuels expliquaient que le rôle naturel de la femme était lié à l'éducation et à l'entretien du foyer. Celles qui manifestaient d'autres intérêts étaient affectées à des tâches de soutien, mais sans possibilité d'avancement. Elles ne pouvaient être qu'infirmières, enseignantes ou auxiliaires. Il n'y avait aucune chance d'accéder à des postes de direction, même au niveau inférieur du parti. La limite était fixée dès le départ. Au sein des jeunesses nazies, la différence entre garçons et filles était totale. Eux s'entraînaient avec des armes, faisaient des exercices physiques, marchaient et étudièrent la tactique militaire. Elles tricotaient, apprenaient les premiers secours et chantaient des hymnes patriotiques. La préparation était différente parce que le destin était différent. Aucune ne pouvait rejoindre le groupe des garçons, ni accéder aux avantages que cela impliquait. Même au sein de l'endoctrinement, les différences étaient claires dès le premier jour. Une pression s'exerçait aussi sur les soldats concernant leur vie intime. L'idée qu'ils devaient rester droits, éviter les contacts avec les femmes étrangères et ne pas se laisser distraire par des désirs qui les éloigneraient de leurs tâches était répétée. Cependant, pendant les occupations d'autres pays, des règles furent rédigées qui permettaient des relations avec des femmes locales, à condition qu'elles soient ariennes ou considérées comme aptes. Il y avait des contrôles médicaux, des enregistrements et des formulaires. Tout était géré avec une logique froide et bureaucratique qui transformait le désir en une simple formalité. Le racisme imprégnait également la sexualité. Les relations avec les juives, les gitanes ou les slaves étaient complètement interdites. Elles étaient considérées comme une menace pour la pureté du sang allemand. Si un militaire était découvert impliqué avec une femme de ces communautés, il pouvait être sanctionné ou directement écarté.
Dans certains cas, elles étaient exécutées simplement pour avoir été avec un Allemand. Peu importait si c'était volontaire ou non. Ce qui était protégé était la pureté de la lignée, pas la vie des personnes. Au sein même du parti, le contrôle de la vie intime était constant. Des dossiers internes étaient dédiés à la surveillance étroite du comportement des fonctionnaires, des membres des SS et des employés de l'État. On enquêtait sur tout, des rumeurs d'infidélité aux prétendues rencontres avec des personnes considérées comme inappropriées. Il n'était pas nécessaire d'avoir des preuves solides. Il suffisait que quelqu'un commente quelque chose pour qu'une enquête soit déclenchée. Les rapports étaient rédigés en détail et archivés dans des bureaux qui géraient des milliers de dossiers. Ces informations étaient ensuite utilisées pour faire pression, faire chanter ou expulser ceux qui gênaient. Ce contrôle ne servait pas seulement à sanctionner, il aidait aussi à maintenir le modèle que l'on voulait imposer. Chaque lien, chaque couple, chaque naissance devait correspondre à l'idée d'ordre que les leaders du régime avaient en tête. Les unions étaient encouragées si elles respectaient des exigences raciales, économiques et physiques. Il était même recommandé à certains membres du parti d'épouser des femmes de certaines familles comme un moyen de sceller des loyautés. Les décisions personnelles devenaient des mouvements stratégiques et quiconque s'écartait de cette ligne était écarté sans explication. Dans les zones occupées, cette logique était appliquée avec une plus grande rigidité. Dans certains endroits, les soldats pouvaient s'impliquer avec des femmes locales si elles répondaient aux critères raciaux du régime. Il y avait des formulaires, des examens médicaux, des registres et des règles claires. Le choix n'était pas libre. Si la femme n'était pas considérée comme racialement apte, la relation était interdite. Si elle avait lieu quand même, les conséquences étaient immédiates. Ces liens, lorsqu'ils étaient autorisés, n'impliquaient ni affection ni engagement. Ils faisaient partie de l'occupation, une autre façon de contrôler les corps étrangers. Parfois, ils étaient même encouragés si l'on pensait qu'un enfant conforme aux idéaux nazis pouvait en naître. Si ce n'était pas le cas, c'était considéré comme un échec. L'appareil étatique ne décidait pas seulement qui pouvait être avec qui, il intervenait aussi dans l'éducation. Les enfants nés dans les programmes Lebensborn ou des unions approuvées par les SS étaient surveillés dès le premier jour. Leurs traits, leur santé, leur comportement étaient observés. S'ils ne correspondaient pas aux attentes, ils étaient séparés, cachés ou retirés du système. Dans certains cas, ils étaient arrachés à leur mère et confiés à des familles fidèles au parti. C'était un plan à long terme où chaque naissance devait être justifiée et aucun bébé n'arrivait par accident. Dans le même temps, le discours public continuait de répéter des idées conservatrices. Dans les journaux, les manuels scolaires et les événements du parti, les messages sur la famille, la fidélité, la pureté et l'engagement étaient martelés. Des images de mères heureuses, d'enfants forts et de pères travailleurs étaient montrées, mais cela n'avait rien à voir avec ce qui se passait en privé. Les dirigeants du régime vivaient des contradictions, menaient des doubles vies et utilisaient leur pouvoir pour enfreindre les mêmes règles qu'ils exigeaient des autres. Personne ne pouvait rien dire. Les incohérences étaient dissimulées quand cela convenait, et tout ce qui allait à l'encontre du récit officiel était effacé sans laisser de traces. Lorsque la défaite commença à sembler inévitable, les chefs du régime prirent des mesures désespérées pour cacher leurs secrets. Beaucoup de papiers furent brûlés, des centaines de dossiers disparurent des archives, et l'ordre fut donné de détruire des documents contenant des noms, des diagnostics, des photos et des listes de données sur la conduite privée. Il en fut de même pour les dossiers des plans de reproduction, les rapports sur les relations interdites des membres du parti et les données recueillies dans les bordels mis en place dans les camps. Tout ce qui pouvait montrer que la morale du régime n'était que pure mascarade fut éliminé dès que l'occasion se présenta. Dans les maisons des hauts dignitaires, les traces furent également effacées. Certaines femmes furent envoyées à l'étranger, d'autres reçurent de nouveaux documents, et plusieurs furent abandonnées sans explication. Les compagnes non officielles des chefs, les maîtresses avec qui ils vécurent pendant des années, disparurent simplement. Ceux qui avaient participé au programme de natalité ou au centre Lebensborn reçurent l'ordre de garder le silence. La consigne était claire. Personne ne devait être informé de ce qui avait été fait en dehors du discours officiel. Il fallait seulement maintenir l'image d'ordre, de discipline, de loyauté et de famille. Les enfants nés de ces programmes furent bientôt dispersés. Certains finirent dans des orphelinats, d'autres furent confiés à des familles proches du régime, et plusieurs restèrent dans des institutions où personne ne connaissait leur origine.
Pendant des années, beaucoup vécurent sans savoir pourquoi ils avaient été séparés de leur mère. Certains le découvrirent une fois adultes, en trouvant de vieux papiers ou en enquêtant sur leur passé. Mais à ce moment-là, les structures qui les avaient générés n'existèrent plus, et les responsables étaient morts ou cachés. Après la chute du régime, les tribunaux alliés ont commencé à examiner les crimes commis, mais l'accent a été mis sur les massacres, les camps et la stratégie de guerre. Le système de contrôle sexuel est resté en marge. Les bordels dans les camps ont à peine été mentionnés dans certains procès, et les plans de reproduction sont presque restés absents des accusations. La majorité des femmes affectées n'ont pas témoigné. Certaines par peur, d'autres parce qu'elles n'étaient plus en vie, et beaucoup parce qu'elles savaient que personne ne les écouterait. Dans les enquêtes officielles, ces questions étaient considérées comme des détails mineurs. Les hommes qui ont participé à tout cela n'ont pas non plus subi de conséquences. Beaucoup sont retournés à la vie civile, ont trouvé du travail dans des entreprises ou au sein du gouvernement, et n'ont jamais été désignés pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Les documents qui les incriminaient n'existèrent plus, les témoins étaient morts ou introuvables, et il n'y avait aucune loi pour les poursuivre pour ces faits. Dans la plupart des cas, on ne leur a même pas posé de questions. Au fil des ans, certains documents ayant survécu ont refait surface. Certains sont apparus dans les archives des pays occupés, d'autres dans des registres croisés entre bureaux militaires. Cela a permis de reconstituer des fragments de ce qui s'est passé, mais le tableau complet n'a jamais été obtenu. Il manquait des données, des dates, des contextes. De nombreux rapports étaient incomplets ou avaient été altérés. Malgré tout, on a pu comprendre l'ampleur de ce système, le niveau de surveillance appliqué à la vie privée de millions de personnes et comment les dirigeants du régime l'ont utilisé comme un autre outil pour renforcer leur pouvoir. En Allemagne, pendant des décennies, ce sujet a été éludé. La reconstruction nationale a privilégié d'autres fronts et les crimes sexuels commis sous le nazisme sont tombés dans l'oubli. On n'en parlait pas dans les discours publics, cela ne figurait pas dans les manuels scolaires, ni n'était mentionné lors des cérémonies officielles. Seuls quelques chercheurs, de leur propre initiative, ont osé aborder ce sujet, et ils l'ont fait avec des preuves incomplètes et des témoignages épars. Ce fut un chemin lent, semé d'embûches, marqué par la résistance de ceux qui ne voulaient pas remuer ce passé. Avec le temps, des histoires de femmes contraintes de travailler dans les bordels des camps, d'enfants du Lebensborn recherchant leur mère, et d'anciens soldats admettant avoir bénéficié d'avantages sexuels grâce à leur rang ont commencé à émerger. Ces récits apparaissaient dans des livres, des interviews ou des documentaires, mais toujours de manière isolée. Il n'y a jamais eu d'examen approfondi ni de procès général pour ces délits. Le régime était déjà tombé, les principaux responsables n'étaient plus là, et la plupart des victimes avaient appris à se taire. Aujourd'hui, une partie de ces informations est dispersée dans les archives militaires, dans les rapports des services de renseignement alliés ou dans des documents qui ont survécu par chance. Le récit traditionnel du nazisme mentionne rarement ces aspects. On parle de guerre, d'idéologie et de politique, mais on évite d'aborder ce qui se passait dans la vie privée de ceux qui dirigeaient tout. Cependant, les faits sont toujours là, consignés sur des papiers arides qui racontent des naissances dirigées, des rencontres forcées, des relations contrôlées et des privilèges cachés. L'histoire publique a été écrite avec des défilés et des discours, mais l'autre s'est déroulée dans des pièces closes, des cliniques contrôlées et des chambres où personne n'entrait sans permission. Après l'effondrement, les tribunaux alliés ont commencé à examiner les crimes du régime, mais l'attention s'est principalement portée sur les massacres, les camps d'extermination et la planification de la guerre. Tout le système de contrôle sexuel est resté au second plan. Les bordels à l'intérieur des camps ont à peine été mentionnés dans certains procès, et les programmes de reproduction sont presque jamais apparus dans les accusations. La plupart des femmes affectées n'ont pas témoigné. Certaines par peur, d'autres parce qu'elles n'étaient plus en vie, et beaucoup parce qu'elles savaient que personne ne les écouterait. Dans les enquêtes officielles, ces sujets restaient des notes minimales. Les hommes qui ont participé à cet engrenage n'ont pas non plus subi de conséquences. Beaucoup ont réintégré la vie normale, ont obtenu des postes dans des entreprises ou des bureaux publics et n'ont jamais été désignés pour ce qu'ils avaient fait pendant le conflit. Les documents qui les impliquaient avaient été détruits, les témoins étaient morts ou avaient disparu et il n'existait aucune règle permettant de les juger pour ces actes. Dans la plupart des situations, ils n'ont même pas été interrogés. Avec le temps, certains archives qui avaient réussi à être sauvées ont été mises en lumière.
Certaines ont été trouvées dans les bureaux des pays occupés, d'autres ont émergé de recoupements entre les registres militaires. Cela a permis de reconstituer des parties de ce qui s'était passé, mais les pièces n'ont jamais vraiment réussi à s'assembler. Il manquait des données, des noms, des moments clés. De nombreux documents étaient incomplets ou avaient été modifiés. Malgré cela, il a été possible de saisir l'ampleur réelle de ce mécanisme, le niveau de domination exercé sur l'intimité de millions de personnes, et comment les dirigeants du régime l'ont utilisé comme un autre moyen d'imposer leur pouvoir. En Allemagne, pendant de nombreuses années, ce sujet a été complètement évité. La reconstruction du pays a mis l'accent sur d'autres problèmes, et les abus sexuels commis sous le nazisme sont restés hors du radar. Ils n'étaient pas mentionnés dans les actes officiels, ne figuraient pas dans les manuels, ni n'étaient inclus dans les discours commémoratifs. Seuls quelques universitaires ont osé enquêter à ce sujet, et ils l'ont fait avec des documents isolés et des témoignages épars. Ce fut un processus long, semé d'embûches, marqué par le silence de ceux qui ne voulaient pas remuer ce passé. Avec le temps, des histoires de femmes forcées de travailler dans les bordels des camps, d'enfants nés dans le Lebensborn qui recherchèrent leur mère, et d'anciens militaires qui reconnaissaient avoir eu des privilèges sexuels en raison de leur rang, ont commencé à être connus. Ces récits apparaissaient dans des livres, des interviews ou des documentaires, mais toujours de manière partielle. Il n'y a jamais eu de procès collectif, ni d'examen complet de ces abus. Le régime était déjà tombé, les principaux coupables n'étaient plus là, et la plupart des victimes avaient appris à se taire. Aujourd'hui, une partie de ces informations est dispersée dans les archives militaires, dans les rapports de renseignement alliés ou dans des documents qui ont survécu par hasard. Le récit traditionnel sur le nazisme aborde presque jamais ces sujets. On parle d'idéologie, de bataille et de décisions politiques, mais on évite d'entrer dans ce qui s'est passé dans la vie intime de ceux qui dirigeaient tout. Cependant, les données sont là, écrites sur des papiers rigides qui relatent des naissances programmées, des relations forcées, des contrôles constants et des avantages cachés. L'histoire publique a été construite avec des discours et des drapeaux, mais l'autre se déroulait dans des pièces fermées, des cliniques surveillées et des espaces où personne n'entrait sans autorisation. L'écart entre ce qui était proclamé et ce qui se passait réellement a persisté du début à la fin.